Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, qui, vous le savez, est actuellement impliqué dans une affaire d'écoute téléphonique en rapport avec le Burkina Faso, est aussi inquiété dans une autre affaire. Monsieur Soro est visé par un mandat d'amener en France. La justice française souhaite en effet entendre Guillaume Soro dans le cadre d'une plainte déposée par le fils de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Michel Gbagbo, qui est aussi de nationalité française, d'où le dépôt de plainte en France, déclare avoir été enlevé et séquestré. Les faits remontent au 11 avril 2011 lorsque Michel Gbagbo a été arrêté à Abidjan en même temps que son père. Selon le plaignant, des traitements, je cite, inhumains et dégradants lui auraient été infligés pendant 4 mois entre le moment de son arrestation et celui de son inculpation formelle au mois d'août de cette année. Le dépôt de plainte de Michel Gbagbo remonte à juin 2012 et ce n'est qu'aujourd'hui que la juge d'instruction française saisie du dossier vient d'adresser sa convocation à Guillaume Soro afin de l'entendre sous le statut de témoin assisté. Non loin de là, au Nigeria, l'armée nationale annonce une victoire sur les islamistes de Boko Haram. 11 bases du groupe djihadiste auraient été détruites suite à des bombardements des militaires nigérians. L'armée a également ajouté dans sa déclaration que les troupes au sol ont tué plusieurs militants du groupe Boko Haram et libéré des enfants et des femmes retenus en otage. La forêt de Sambisa, où ont eu lieu ces opérations, est située le long de la frontière avec le Cameroun. Cette zone semble être l'une des dernières bases de Boko Haram, récemment rebaptisée d'ailleurs État islamique en Afrique de l'Ouest. Au cours de cette année 2015, bien qu'ils continuent leurs attentats suicides, les membres de ce groupe islamiste ont tout de même perdu pas mal de villes qu'ils contrôlaient, notamment dans le nord-est du Nigeria. Les rouages se grippent dans la tentative de résolution de la crise du Burundi. Alors que le président béninois Thomas Boni Yayi a été désigné médiateur de l'Union africaine par la présidente de l'Union africaine afin de tenter de relancer ce dialogue politique dans ce pays d'Afrique de l'Est, eh bien nous apprenons tout simplement l'annulation de cette mission. Thomas Boni Yayi n'a pas pu se rendre au Burundi hier comme prévu. Les autorités burundaises qui reprochent de ne pas avoir été associées à cette mission improvisée en marge du sommet Chine-Afrique qui a eu lieu la semaine dernière en Afrique du Sud, ont évoqué une indisponibilité du président Pierre Nkurunziza pour recevoir M. Boni Yayi. Concrètement, les autorisations de survol du territoire et d'atterrissage au Burundi ont tout simplement été annulées. Rappelons que le Burundi traverse une grave crise émaillée de violences meurtrières, et ce depuis la contestation du 3e mandat présidentiel de Pierre Nkurunziza, réélu en juillet dernier. À l'approche de la prochaine présidentielle en République centrafricaine, les candidats commencent à se faire connaître. Parmi eux, il y a Karim Meckassoua qui semble réussir à réunir chrétiens et musulmans du pays. Alors même si la campagne officielle n'a pas encore commencé, samedi, c'était déjà plusieurs milliers de personnes qui ont pu affluer dans un stade de Bangui pour soutenir ce principal candidat à l'élection du 27 décembre prochain. Karim Meckassoua a été plusieurs fois ministre, notamment pour l'ancien président François Bozizé, dont il a été un proche un temps. Il a également été pressenti pour présider la transition en janvier 2014 après le renversement de M. Bozizé par la rébellion Séléka. Réunis dans le stade de la capitale Bangui, les Centrafricains ont donc eu samedi plaisir à se remémorer que dans leur pays, les différentes religions ont toujours cohabité, y compris au sein d'une même famille, et ce jusqu'à ce que le pays ne sombre, on vous le rappelle, dans les violences intercommunautaires en 2013. Dans son désir de réconciliation, Karim Meckassoua avait invité samedi l'un de ses rivaux, le candidat Anissé-Georges Dologuélé. Monsieur Dologuélé, qui est annoncé comme l'un des poids lourds de cette présidentielle, était assis à la tribune aux côtés de Karim Meckassoua. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration de ce dernier. Je vous le demande, ne décevons pas le pape François. Rendons-lui ce qu'il nous a donné. Soyons dignes de son message, de veut nous réconcilier. Mais on ne réconcilie pas seul. C'est pourquoi j'ai besoin de votre unité, j'ai besoin de votre courage, j'ai besoin de votre force, de votre tolérance pour passer un coup de balai sur les erreurs d'hier, sur la peur et les crimes, sur la vengeance qui a animé les pires esprits ces dernières années.
À l'international, à présent, l'enquête se poursuit aux États-Unis en ce qui concerne la fusillade de San Bernardino, qui, je vous le rappelle, a fait 14 morts la semaine dernière. Selon la déclaration d'un responsable de la police fédérale américaine hier, les deux tueurs, un couple de musulmans, se seraient radicalisés depuis un bon moment et ils auraient planifié leur acte. Par ailleurs, la police dispose de preuves que les tireurs se sont exercés au tir, notamment près de la ville de Los Angeles, et que l'un de ces exercices a été effectué dans les jours précédant la tuerie de mercredi dernier. Écoutez ces explications fournies par un responsable du FBI ainsi qu'un représentant du département de la justice américaine. Ils ont notamment annoncé hier avoir récupéré 19 bombes artisanales dans la maison des tueurs. Au final, nous avons récupéré 19 bombes artisanales dans cette maison. Les médias ont largement relayé que 5 armes ont été retrouvées pendant cette enquête. À partir des informations que nous avons pu tracer avec ces armes, c'est qu'elles ont été achetées en Californie entre 2007 et 2012. Alors si le président Barack Obama désigne désormais sous le terme de terrorisme cette tuerie, le candidat à la présidentielle Donald Trump, lui, va beaucoup plus loin, voire un peu trop loin pour certains. Hier, celui qui est en tête des sondages des primaires républicaines pour la Maison-Blanche a appelé à barrer complètement l'entrée des musulmans aux États-Unis, jusqu'à ce que, je cite, nous soyons capables de déterminer et de comprendre ce problème. Cette déclaration a évidemment suscité l'effarement dans le pays, notamment chez les représentants de la communauté musulmane qui se sont dit scandalisés. Écoutez-les. Ce conseil est scandalisé par la déclaration de M. Trump. La déclaration de M. Trump est scandaleuse parce qu'elle vient de quelqu'un qui est candidat à la présidence des États-Unis, un poste qui devrait reposer sur les plus hautes valeurs morales de ce pays sur lequel il est fondé. Malheureusement, M. Trump ne reconnaît pas ou ne veut pas reconnaître le fait que les musulmans sont les vraies victimes de l'État islamique. Et ceux qui pensent pareil. Et il veut victimiser la communauté musulmane américaine 2 fois. Donald Trump ressemble plus à un leader d'une foule de lyncheurs qu'un leader d'un grand pays comme le nôtre. Lui et d'autres jouent le jeu de l'État islamique. C'est exactement ce que l'État islamique veut des Américains, se retourner les uns contre les autres. Restons aux États-Unis pour parler science à présent avec ces images de ce lancement réussi dimanche de la capsule non habitée Cygnus de la société Orbital. Un succès qui intervient après 3 échecs successifs et qui marque surtout la reprise des vols commerciaux américains vers la Station spatiale internationale. La capsule Cygnus devait acheminer 3,5 tonnes de nourriture, d'eau, de vêtements, mais surtout des équipements et des matériaux destinés aux 250 expériences scientifiques que doit réaliser l'équipage de ces 6 astronautes. Et retour en Afrique pour terminer ce flash information avec un mot de sport. Au Sénégal, une conférence se tient depuis hier à Dakar avec l'ambition de protéger les jeunes sportifs du pays. Les protéger mais aussi dénoncer les mauvaises pratiques comme par exemple le trafic ou encore chercher des solutions, c'est ce que vise la conférence qui s'intitule « Ensemble pour la protection des jeunes joueurs de football en Afrique ». Le trafic, un sujet sensible, mais plus tabou en tout cas, selon le fondateur de l'association Foot Solidaire, Jean-Claude Mvoumain. Pour Jérôme Champagne, candidat à la présidence de la FIFA et présent donc à cet événement depuis hier, le football est à l'image du monde du capitalisme. Il faut donc aussi tenter d'y vaincre toute forme de corruption. Quant à Claude Leroy, qui a entraîné, vous le savez, de nombreux pays africains, lui, il voit la solution dans une professionnalisation, je cite, à l'africaine, mais avec une base de salaire de 650 000 francs CFA minimum qui permettrait de fixer les jeunes sur le continent. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mardi 8 décembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.